Bien, bonjour à tous. Je m'appelle William et pour la dernière conférence de la journée, je vous propose de vous parler de REST. Donc on ne va pas parler de PHP, ça va être un peu plus conceptuel, avec un titre volontairement provocateur qui est celui-ci. Personne ou presque ne comprend rien à REST, donc c'est l'architecture incomprise, mais ce n'est pas si grave. Donc c'est ce que je me propose de vous introduire pendant une petite trentaine de minutes en vous expliquant pourquoi et que c'est pas si grave. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ce qu'est REST dans la salle? Non, ça parle au moins à tout le monde. Qui développe des API REST? D'accord, je reposerai la question dans un petit moment, on verra si c'est toujours le cas. Donc rapidement, REST, c'est donc Representational State Transfer. C'est quelque chose qui a été formalisé par Roy Fielding dans sa thèse de doctorat. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est les fondements du web. C'est vraiment comment si vous comprenez comment fonctionne le web, vous avez compris comment fonctionne REST et ses contraintes. Donc pour rappel, le web, c'est un client qui n'est autre qu'un navigateur web qui va se connecter à un serveur via une URL. Et puis, on va pouvoir parcourir en cliquant sur des liens d'une page à une autre, donc on va changer d'état, etc. Donc ça, c'est le web, et REST, eh ben, c'est la formalisation via un ensemble de contraintes de ce concept appliqué aux API. Donc quand on parle de contraintes que Roy Fielding a décrit dans sa thèse de doctorat, c'est un peu le fouillis, et Leonard Richardson a décrit un modèle qui s'appelle le modèle de maturité de Richardson, qui reprend ces contraintes et qui va les trier en 4 niveaux. Et ces 4 niveaux, qui sont successifs, permettent d'arriver à la création d'une API REST. Autant dire que quand on n'est pas au plus haut niveau, qui est le niveau 3 pour les contrôles hypermédias, on n'est pas sur de l'API REST. Donc les niveaux 0, 1 et 2, c'est beaucoup focalisé sur les ressources. Donc on va essayer de grouper nos ensembles de données sous forme de ce qu'on va appeler ressources. Et puis on va essayer de faire des belles URI. On va se dire que aussi utiliser le protocole HTTP c'est bien. Donc le client va utiliser les verbes spécifiques à HTTP permettant de déterminer le type d'action qu'on veut effectuer sur nos ressources. Et puis en contrepartie, le serveur utilise des codes de retour un peu spécifiques pour répondre au client, plutôt que lui dire ça s'est bien passé ou alors pire, ça s'est mal passé, lui expliquer pourquoi ça s'est bien passé et comment, et surtout pourquoi ça s'est mal passé et pourquoi. Pour cela, on a un ensemble de range de codes de retour. Et généralement, avec ces niveaux 0, 1 et 2, on va parler aussi de négociation de contenu, parce que ça fait partie de la spécification HTTP, avec tout ce qui est accept header, accept étoile, puisqu'on peut faire de la négociation de contenu, non pas seulement sur le format, mais aussi sur le type d'encodage, sur la langue des données, etc. Donc ça, généralement, c'est bien admis. Et je pense que pour tous ceux qui ont levé la main sur qui fait des API REST, ça, vous avez tous plus ou moins mis en place. Le problème, c'est que ce niveau 2, il ne suffit pas pour être sur de l'API REST. On est sur de l'API HTTP, mais en aucun cas sur de l'API REST. C'est vraiment le niveau 3 qui est intitulé contrôle hypermédia qui va vous permettre d'arriver à avoir une API dite RESTful. Donc qui respecte vraiment les contraintes énoncées par Roy Fielding. Les contrôles hypermédias, ce sont des éléments du format que vous allez utiliser de manière sous-jacente qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle de la découvrabilité. Votre API va vous permettre d'être autodécouverte. Donc vous allez donner un seul point d'entrée unique à votre client et il va se débrouiller pour cette API pour savoir comment l'utiliser. Alors, tous, dans cette salle, on est capable de citer un format hypermédia qui est très fort, qui est très bien, très bon, qui s'appelle HTML. HTML est un des meilleurs formats hypermédias aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en introduction sur le web et les fondements du web vis-à-vis de REST, HTML permet totalement, fournit un ensemble de contrôles hypermédias. On va pouvoir, par exemple, citer les liens d'une page web à une autre avec ces fameux balises A. Donc ça nous exprime que quand on va cliquer sur un lien avec la balise A, on va passer d'une page à une autre, donc d'un état à un autre. Par contre, on a d'autres méthodes pour faire des appels GET avec HTML. Typiquement, les tags script, link ou encore image. Ça décrit aussi qu'on fait une requête GET, puisqu'on va aller chercher du contenu. Mais à la différence des liens
qui nous permettent de passer d'une page à une autre. Là, on ne va pas se déplacer, on ne va pas changer d'état, mais on va récupérer des informations supplémentaires. Donc c'est en ce sens que HTML est un bon format hypermédia. On va pouvoir aussi faire de la génération d'URL avec les formulaires en utilisant la méthode get. Et ben on va agir sur la query string. Donc dynamiquement construire des URL différentes qui vont nous permettre d'obtenir des informations différentes. Et si on utilise la méthode post dans un formulaire, et ben on envoie des données, donc on interagit avec le serveur. Mais il y a d'autres formats hypermédias qui sont un peu plus en vogue et auxquels on pense plus quand on va parler de REST. Donc il y a HAL pour Hypertext Application Language, ou il y a JSON Link Data, et il y en a pléthore. Et quand on va réfléchir à cette notion de relation et cette découvrabilité, on va se rendre compte que les ressources, c'est pas si important. Les ressources, c'est côté serveur. Les ressources, c'est plus ou moins ce qui va être lié à votre base de données. Par exemple, une entrée dans une base de données, des choses comme ça. Ça va être plus ou moins ce qu'on va appeler des ressources. Et le reste, le style d'architecture, les contraintes, elles sont absolument pas focalisées sur le serveur. Elles sont focalisées sur l'échange entre un client et un serveur. Et cet échange entre client et serveur, c'est les représentations qui transitent entre clients. Donc les représentations de vos ressources. Mais au niveau des ressources, c'est totalement masqué au niveau du serveur. C'est un détail d'implémentation du serveur. Donc on se rend compte que les ressources, c'est pas si important que ça quand on veut faire des API REST. Donc quand on dit qu'il faut un design d'URI qui soit clean, c'est nous, en tant qu'humains, qui nous sommes imposés cette règle-là. Parce que ce n'est absolument pas une contrainte de Roy Fielding d'avoir des URI qui disent quelque chose, qui soient parlantes. Typiquement, une liste d'utilisateurs, il n'y a rien dans les contraintes énoncées par Roy Fielding qui explique qu'il faut que l'URI soit /users ou /user si on si on utilise du singulier plutôt que du pluriel. Mais rien ne nous indique qu'il faut avoir un nom parlant. Parce que c'est nous, en tant qu'humains, qui inférons le type de données, le type de la ressource sous-jacente via l'URI. Donc le /users, effectivement, pour nous humains, on se dit c'est bien parce que c'est parlant et on se dit qu'on va pouvoir inférer que voilà, un /user, derrière, c'est une collection de users, de ressources users. Sauf que REST, c'est absolument pas fait pour les humains, c'est fait pour l'échange client-serveur et jusqu'à preuve du contraire, le client comme le serveur sont des machines, sont des applications. Et la machine, elle ne sait pas interpréter, elle ne sait pas inférer que /users, c'est un user et que ça a une signification quelconque. Pour elle, c'est un ensemble de caractères qui forment une chaîne de caractères, mais pas plus. Donc, le design du RI, quand on veut faire de l'hypermédia, quand on veut faire une API REST, ça n'a pas d'importance. Et on a même un outil qui nous permet de générer les URI automatiquement, qui s'appelle URI Template. Et donc c'est comme ça que la machine, elle, sait comment générer les URI et comment passer d'un état à un autre en créant des URI. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un design clean du URI, c'est un détail d'implémentation et c'est encore une fois, c'est l'humain qui a mis ça en place. Donc pour résumer ça, il faut se dire que c'est l'expérience du client qui importe le plus quand on est dans une API REST. C'est vraiment se mettre du point de vue client. Donc quand on va designer une API REST et qu'on se place du côté serveur, déjà on sait qu'on a 90% de chances de se planter. Et pour permettre une bonne expérience du client, pour lui fournir le plus d'informations ou de méta-informations possible, on va se baser sur de la sémantique. Donc la sémantique, c'est donner de l'information, entre guillemets, sur des informations, donner un sens aux informations. Pour donner un sens aux informations, on va avoir de la sémantique et de protocole et d'application. J'y reviendrai. Quand on parle d'hypermédia, le mot, l'acronyme le plus imbuvable probablement qui existe, c'est 8OS. Donc ça, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à REST, vous en avez certainement entendu parler. Hypermedia as the engine of application state. Et cet acronyme très réducteur explique globalement comment designer son API REST pour en faire une API, pour le coup, RESTful. Donc elle dit, hypermédia, ça doit se placer au cœur de l'application pour faire changer les états de l'application. Donc on va voir notre application comme une grosse machine à état et ensuite on va avoir des transitions pour passer d'un état à un autre. Sauf que ce que cet acronyme cache, c'est que c'est la nécessité d'avoir cette sémantique et de protocole et d'application. Parce que pour donner les informations au client de comment je vais utiliser telle transition et à quoi correspondent telle donnée dans telle représentation, il me faut de la sémantique. Et cette sémantique-là,
le simple fait de mettre des relations dans des représentations n'est pas suffisant. Donc pour revenir vite fait sur l'état de l'application, on part sur un état nul quand on ne connaît pas l'état de l'application. Quand on va appeler une URL, on va se placer par exemple sur la home page quand on va demander slash. Quand je vais vouloir demander ma liste d'utilisateurs, je vais passer au niveau de l'application, l'état de l'application sera la liste des utilisateurs. Cet état d'application ne change pas tant que je mets à jour mes utilisateurs. D'accord? C'est au niveau application ici. Et puis si je demande une représentation d'un utilisateur particulier, alors là je change d'état. Cet état de l'application fait opposition à l'état de la ressource, donc ce qui se passe au niveau serveur. Donc on passe sur un état initial, ma liste d'utilisateurs. Quand je vais créer une nouvelle ressource, je vais créer un nouvel état de ma ressource, puisque je vais passer d'une liste avec 2 utilisateurs à une liste avec 3 utilisateurs. Et ça, c'est important de comprendre l'état de la ressource, puisque c'est ce qui va nous permettre de différencier ressources et représentation. Une ressource, ça peut être n'importe quoi, comme je l'ai dit, des données côté serveur, un enregistrement en base, quelque chose comme ça. Sauf que ça, c'est pas ce qui va être exposé par votre API. Ce qui va être exposé par votre API, ça va être une ou plusieurs représentations de cette ressource, en fonction de ce que le client souhaite. Ce n'est pas utile d'envoyer des tas de données liées à cette ressource si vous n'en servez pas, si le client ne s'en sert pas. Et donc, une représentation, ça décrit l'état d'une ressource, en fonction des besoins du client. Revenons vite fait sur la sémantique de protocole. Donc la sémantique de protocole, c'est dire, quand j'ai un lien edit, par exemple, qui va nous permettre d'éditer une ressource en transférant une représentation nouvelle, etc., avec put, etc., comment est-ce que ça se passe, d'accord? Donc ça va nous dire, voilà, la relation edit, généralement, dans la plupart des formats hypermédias, il faudra utiliser le verbe put, et il faudra envoyer telle représentation avec tel ensemble de données. Sauf que cet ensemble de données, cette représentation, pour le moment, c'est juste un tas de chaînes de caractères qui sont associées à des valeurs, d'accord? Donc si on prend un payload JSON, voilà, c'est un objet avec d'un côté des clés et de l'autre côté des valeurs. Ces clés, ces chaînes de caractères, pour la machine, elles n'ont aucun sens. Et c'est la sémantique d'application qui va donner du sens à ces fameuses chaînes de caractères. Ça va décrire pourquoi on met à jour telle ou telle information et comment. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui doit vous parler parce que quand vous développez une API, vous développez aussi, ou alors vous générez, si vous êtes malin, une documentation d'API. Une documentation qui va généralement être documentée pour l'humain, pas pour la machine. Et c'est un problème puisque derrière, la machine doit comprendre cette documentation et il y a une notion de profil, dont je vais revenir juste après, qui nous permet de donner plus d'informations à la machine, donc plus d'informations au client pour qu'il devienne intelligent. Juste avant, cette sémantique d'application et cette sémantique de protocole, parce que ça aurait été trop simple d'avoir des standards qui associent les deux, on va avoir soit des standards qui sont très bons pour les sémantiques de protocole et totalement nuls pour la sémantique de l'application, et l'inverse. Donc, avec HTML, un bon format hypermédia, vous connaissez probablement les microformats et leur évolution en microdata qui vont permettre de structurer fortement vos données en associant des informations, des méta-informations sur vos données. Derrière, ça va se brancher à des bases comme schema.org qui permettent de déterminer de manière sémantique vos données. Et donc, comme ça, on va par exemple pouvoir dire que un user, ça a un nom, un prénom, parce que c'est une personne. Et donc, dire à la machine que voilà, c'est telle représentation, et derrière, votre client saura que voilà, il y a un nom et il y a un prénom, mais ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'elle est en train de manipuler une personne, et qu'une personne a une date de naissance, et qu'une date de naissance, voilà, c'est un format de date, etc. Donc, toutes ces informations-là. Mais c'est un challenge sémantique parce qu'on a soit des bons formats hypermédias pour le protocole, soit des bons formats hypermédias pour la sémantique d'application, mais rarement les deux. Donc je l'introduisais juste avant, la notion de profil qui va permettre d'enrichir, du point de vue du client, la sémantique de nos représentations. C'est vraiment fait pour ajouter des informations en plus. Ça n'a pas besoin d'être compréhensible uniquement par la machine, mais c'est recommandé pour la simple et bonne raison qu'un humain sera capable d'interpréter et d'extrapoler des informations compréhensibles par la machine uniquement en langage naturel. Par contre, pour une machine, donc pour une application inférée du langage naturel pour en déduire des informations, c'est beaucoup plus complexe. Donc les profils, il y en a de tout type, les API doc classiques,
donc que vous générez avec le Nelmio API Doc Bundle si vous faites du Symfony ou des choses comme ça, que vous écrivez à la main et qu'il faut maintenir. Mais il y a des formats un peu plus structurants. Donc il y a XHTML Metadata Profile qui est réservé aux documents XHTML. Il y a ALPS pour Application Language Profile Specification qui est en gros XMDP mais avec le format de données agnostique, donc qui peut se brancher sur n'importe quel format de données derrière. Certains formats hypermédias comme HAL ou Sirene fournissent de la documentation embarquée. Dans HAL et Sirene, on a des attributs title qui permettent de décrire ce qui se passe au niveau des relations. Et puis il y a JSON-LD pour Link Data, qui lui, avec du contexte, permet d'enrichir la sémantique de vos API. Donc, la question, qui fait des API REST? Donc il y en a quand même quelques-uns qui sont au point au niveau REST, donc qui doivent certainement utiliser de la sémantique dans vos représentations, c'est ça? Bien. Donc pour les autres, on va poser cette question, comment on fait une API qui est RESTful? Si vous avez bien suivi sur ce sur quoi je voulais insister, c'est tout lié à la sémantique. L'API REST, pour qu'elle soit RESTful, c'est que de la sémantique. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est se baser du point de vue du client, donc de l'application cliente, et regarder les représentations dont on a besoin. Regarder les données dont on a besoin. Ces données-là, c'est ce qu'on va appeler les descripteurs sémantiques, d'accord? First name, last name, etc. Un livre, une représentation d'un livre, on va regrouper ça de manière consistante, donc tout ce qui est attrait à un livre, si on expose des livres, ce sera dans une catégorie livre. Un livre, ça a forcément au moins un auteur, donc il y aura un ensemble auteur quelque part qui sera probablement embarqué. Une fois qu'on a fait ça, on va faire des petites boîtes autour de nos représentations et puis on va les lier via des transitions pour arriver à dessiner notre machine à état. Notre machine à état, les transitions vont être déclenchées par des requêtes HTTP et parfois on va changer nos descripteurs en relation. Si je reprends l'exemple du livre, l'auteur, au lieu d'embarquer tout le sous-ensemble lié à l'auteur, on va peut-être mettre une relation qui se rappellera author, qui pointera vers la représentation de l'auteur en question. Ensuite, ces fameuses chaînes de caractères, qui pour l'instant ne sont pas identifiées, on va essayer de les ajuster pour coller à des profils existants. Donc schema.org, c'est quelque chose c'est une grosse base de données sémantique. C'est bien d'aller piocher là-dedans les terminologies. Pour une personne, donc un user c'est forcément une personne, c'est bien de ne pas redéfinir les termes sémantiques qui sont déjà existants. C'est pareil, une relation qui va permettre d'éditer une ressource, pas la peine de l'appeler modify parce que la relation edit est déjà normalisée YANA et il n'y a pas besoin d'inventer un nouveau mot qui lui sera pas compréhensible parce qu'il ne sera pas standardisé. Et YANA a énormément de relations, de noms de relations enregistrés. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va choisir un format hypermédia. Donc c'est en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple, HAL, Hypertext Application Language, il est très bon pour tout ce qui est API en lecture seule. Par contre, il n'est pas bon pour les API en écriture parce qu'il ne définit pas une sémantique de protocole suffisante pour dire qu'il faut utiliser post ou put ou delete pour écrire au niveau de notre API. Il est très bon pour tout ce qui est get, pour récupérer des ensembles de données, mettre des relations, des objets embarqués, etc. Mais absolument pas pour faire de l'écriture. Ensuite, on va décrire son profil d'application, donc tout ce qui va être lié à la sémantique d'application, ça va falloir créer un profil. Donc l'idéal c'est d'utiliser ALPS, qui est agnostique et qui est machine readable. C'est à ce moment-là que vous allez enfin penser au côté implémentation et au côté serveur. Et là, si vous avez suivi, il suffit de publier la première URL qui est le point d'entrée et le client sera capable d'auto-explorer et de découvrir toute l'API et de l'utiliser. Alors, je ne sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai lu ça, j'avais un peu cette tête-là et généralement, c'est un peu la réaction qu'on a, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il y en a vraiment qui font ça? Parce que ça, finalement, c'est l'état de l'art. Et si on voit un peu l'état de l'industrie, on sait qu'on veut tous des API RESTful, parce que ça fait bien, et parce que on avait SOAP avant, et puis la génération de développeurs avant moi, elle a été traumatisée par SOAP, et puis ceux d'avant encore aussi, et on s'est dit,
en voyant REST, c'est absolument ce qu'il nous faut parce que on va arrêter les API SOAP, les API XML RPC, etc. Puis on va tous faire des belles API REST qui fonctionnent bien, qui vont vite, etc. Sauf que la praticité nous a montré que finalement pas trop, puisque même ceux qui ont les moyens de faire des choses bien prennent des raccourcis. Twitter, il y a 2-3 ans déjà, je les prenais en exemple parce qu'ils étaient un mauvais exemple d'API REST. J'ai repris la doc à jour il y a 2 semaines. Bon, ça n'a pas trop changé, d'accord? Parce qu'on sait très bien que dans une API REST, il n'y a aucun intérêt à mettre le nom de l'action dans l'URI et encore moins de se tromper de verbe quand l'action est de supprimer une ressource. Toujours pareil, c'est pas parce qu'on a une API qui renvoie du JSON qu'on est RESTful. Pourquoi? Parce que JSON n'est pas un format hypermédia. Et par le simple fait de ne pas être un format hypermédia, on ne peut pas avoir une API RESTful. Donc au final, ce qu'on a, c'est plutôt des API HTTP ou des API HTTP++. Et c'est pas très grave parce que, en vrai, les API RESTful, c'est plutôt un mythe. D'accord? Il n'y a personne qui fait ça. Il y a 99,99% des API RESTful aujourd'hui qui ne sont pas RESTful. Et les 0,01%, c'est vraiment pour se donner une marge d'erreur parce que j'en connais pas aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est pas de relation, c'est pas REST. D'accord? Comme le dit Roy Fielding, si c'est pas dirigé par les contrôles hypermédias, parce qu'il y a hypertexte, c'est pas RESTful. Si c'est pas RESTful, c'est pas une API REST. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce que vraiment c'est important tout ça? Est-ce que vraiment on a besoin de coller complètement à la spec? Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'aller un peu plus loin que ces contraintes et de vous montrer que y a d'autres gens qui ont répondu à ces questions et que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle si vous ne faites pas des API REST. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est souvent trop en fait. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui connaît, tout hasard, parce que j'en cherche, un client RESTful, c'est-à-dire un client qui est capable, qui est suffisamment intelligent pour comprendre l'API qu'on lui donne à manger, qui est capable de soit construire les écrans, soit encore mieux, de se débrouiller tout seul pour auto-découvrir toute l'API, savoir exactement quelle action faire à quel moment, etc. Voilà. C'est un peu la réponse et il n'y en a pas. D'accord? Au niveau de HAL, il y a le HAL Browser qui est un mini client qui est un tout petit peu intelligent parce qu'il construit un bout d'interface, mais il ne va pas assez loin. Et surtout parce que HAL n'est pas fait pour faire de l'écriture, donc il n'y a pas en fait de client comme ça qui permet de faire des clients RESTful. Et puis, tous ces paradigmes, toutes ces contraintes, elles sont bien pour, si vous avez, en théorie, si vous avez des milliers de clients qui vont se connecter à votre API, c'est peut-être bien d'avoir un truc aussi structurant. Par contre, si votre API, elle va servir votre front.js et puis une ou deux applications mobiles, bon, c'est peut-être un peu over-engineeré comme solution. Parce que déjà, écrire une API RESTful, comme ça a été présenté juste avant, c'est compliqué. Mais alors écrire un client intelligent qui va permettre d'utiliser ça, c'est encore plus compliqué. Donc tant qu'on ne va pas avoir de client intelligent comme ça, dont on va pouvoir se resservir, il n'y a pas d'intérêt à avoir une API RESTful. Parce que la vraie vie, c'est Facebook qui dit que lorsqu'on a énormément d'allers-retours serveur-client avec nos API REST, puisque c'est une conséquence de faire une API RESTful, c'est qu'on a énormément d'allers-retours et d'échanges avec le serveur, et on se dit que c'est pas performant, on s'en rend compte. Et comme on s'en rend compte, on va dire qu'on va prendre des raccourcis. Donc au final, nos représentations qui étaient bien cadrées, bien calibrées, comme la partie précédente, on va les agréger en grosses représentations, et puis là, on va se rendre compte qu'au final, on devient de moins en moins REST. Et que finalement, c'est pas très grave, parce que ce qui importe, c'est la performance. Parce qu'une API REST, par essence même, n'est pas performante. Et ça, c'est pas moi qui le dis uniquement, c'est Facebook aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Relay et GraphQL, ils ont sorti un papier là-dessus. Leur idée est de dire que, comme le style REST, c'est pas performant, on va plutôt se dire que via leur nouveau, leur concept assez récent de React au niveau vue client, chaque composant a besoin de données. Donc jusqu'à présent, l'idée c'était que chaque composant faisait des appels à l'API. Au lieu de faire ça, chaque composant va enregistrer au niveau client les données dont elle a besoin. Ça va être compilé dans une master requête,
Cette master requête va être envoyée au serveur, ça va répondre avec toutes les données, et ensuite les données vont être redispatchées à tous les composants, et tous les composants vont gérer leurs propres données. Donc au lieu de faire n requêtes, on n'en fait plus qu'une. Et donc c'est ce qu'ils proposent avec Relay et GraphQL. La vraie vie, c'est aussi Netflix, qui était jusqu'à il n'y a pas très très longtemps mon meilleur exemple pour illustrer des API REST bien faites. C'est Netflix qui dit que voilà, faire du pur REST, c'est slow, donc c'est lent par rapport à, comme l'a dit Facebook. C'est compliqué à programmer, comme on l'a vu. La sémantique d'application et la sémantique de protocole, c'est pas à la portée de tout le monde, et c'est pas une histoire de matière grise, c'est que c'est juste très compliqué, très fastidieux à faire. Donc on ne fait pas, donc si on ne fait pas, on n'est pas en REST, mais que c'est pas très grave, et donc c'est rare. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ce que je tends à appeler depuis un petit moment les API HTTP++. Donc c'est des API qui sont bien conçues parce que déjà elles se reposent sur le protocole HTTP, qu'elles sont pragmatiques, c'est-à-dire qu'on fait les bons choix au bon moment, et qu'elles sont évolutives, future-proof. Donc déjà, une bonne API, c'est une API de toute façon, et ça ne change pas par rapport à REST, qui est conçue en se basant du point de vue du client. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est un client qui va consommer votre API. C'est ni vous en tant qu'humain, ni l'implémentation serveur qui doit être maître de ce que vos clients ont besoin comme information. Parce qu'il n'y a que eux qui sont bien placés pour savoir quelle information afficher. Donc il va falloir réfléchir en termes de représentation, et ça ne change pas par rapport à REST. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que voilà, REST a défini un ensemble de contraintes, autant prendre toutes celles qui nous semblent intéressantes et juste délaisser celles qui sont impraticables. Donc il faut bien réfléchir aux représentations, il faut coller à l'aspect HTTP, c'est-à-dire que continuer à utiliser des codes de retour, à utiliser les bons verbes en se basant même sur les extensions à l'aspect HTTP, par exemple patch, link, unlink. Donc s'il vous plaît, si vous utilisez patch, utilisez correctement. Patch, c'est un verbe qui demande un format de diff pour envoyer, d'accord? C'est patch, c'est pas put, juste en enlevant ce qui ne nous sert pas, d'accord? C'est comme quand vous faites un git diff ou un git patch plutôt, enfin apply patch, ou juste la commande patch Unix, d'accord? On passe à un diff, donc ce qui a changé, ce qui a été ajouté, etc. Et ben le verbe patch HTTP, c'est la même chose, il demande ça. En JSON, il y a une spec qui s'appelle JSON patch qui permet de faire ça. En XML, il y a un XML patch qui est l'équivalent du JSON patch. JSON patch, ça définit un ensemble d'opérations à effectuer sur notre ressource. C'est ce qui va garantir que votre ressource va être patchée correctement. Donc il faut coller à tout ça. Il faut coller à tout ça, pourquoi? Parce que une force d'une API REST, c'est le fait qu'elle soit cacheable, qu'on puisse la mettre en cache, et qu'on puisse appliquer du cache facilement. Et ça, ce n'est pas fourni par les contraintes de REST, si ce n'est celle qui dit qu'il faut se reposer entièrement sur le protocole HTTP. Donc pour cela, il faut toujours faire la même chose. On va coller le plus possible à l'aspect HTTP pour profiter de la cacheabilité. Et si vraiment, 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 vous voulez utiliser une API RESTful, si vous voulez faire ça, choisissez JSON-LD. Après avoir étudié plusieurs protocoles, plusieurs specs, JSON-LD, c'est celle qui a la meilleure sémantique de protocole, qui a la meilleure sémantique d'application, qui permet de décrire vos représentations, les données de vos représentations, etc. Et qui est la spec, on va dire, la plus aboutie aujourd'hui. Pour terminer, sur toute cette conférence, c'est pas très grave si vous ne faites pas des API REST, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire des API REST. Impossible, pas parce qu'on n'est pas suffisamment intelligent ou qu'on n'a pas suffisamment de temps à passer, c'est simplement que REST est à la fois trop vague et trop contraignant pour arriver à faire des choses qui vont fonctionner. Et c'est pas parce qu'on va se dire que on va être sur des API REST qu'on va arriver à faire quelque chose qui sera bien. REST, pour moi, c'est un bon délire de chercheur qui a bien fonctionné, qui a bien pris dans l'industrie, mais où personne n'a vraiment compris ce qui se passe. Et c'est souvent comme ça dans la recherche, et je suis bien placé pour le dire parce que c'est un peu mon métier. On fait des théories, mais derrière, il faut se rappeler que l'industrie, donc vous, ce sont des gens qui ont besoin de faire des choses qui fonctionnent, des choses vite, et que
certaines théories fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. Et en l'occurrence, REST, ce n'est pas quelque chose qui est fonctionnel pour vous ou pour moi aujourd'hui, et qui ne le sera probablement pas tout de suite. En tout cas, pas tant qu'on n'a pas réussi à décrire des clients suffisamment intelligents. Tant qu'on n'en est pas là, ça ne sert à rien de faire du REST. Donc REST aujourd'hui, c'est plutôt un argument marketing. On fait une API REST parce qu'on dit qu'on expose nos données, parce qu'on est cool, etc. Mais il ne faut pas se mentir, on ne fait pas des API REST. Mais encore une fois, ce n'est pas très grave, d'accord? Juste, on fait des bonnes API HTTP et ça va très bien. Et Roku a sorti un guide par rapport à ces API, tout ce qu'ils ont compris au fil du temps quand ils ont développé des API. Et si vous regardez le document qui est sur GitHub, jamais ils parlent d'API REST, ils parlent tout le temps d'API web ou d'API HTTP. Parce que voilà, ils savent qu'ils ne sont pas dans les paradigmes REST, mais que ce n'est pas très grave. Et à ce propos, il y a Marmelab, une petite entreprise française, qui a sorti Awesome REST. Alors je ne l'ai pas lié parce que je l'ai vu qu'aujourd'hui, qui est en gros comme dans la liste de toutes les Awesome étoiles, quelque chose qui regroupe des bonnes ressources sur des thématiques différentes. Vous pouvez chercher Awesome REST sur Marmelab, c'est sur leur blog. C'est vraiment bien fait, ça agrège beaucoup de ressources pour plein de technos. Et donc pour finir, REST, ce n'est pas la réponse à tout. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on fait une API REST qu'elle va fonctionner derrière. On peut faire une API RESTful, arriver à utiliser le maximum de contraintes qui ont été définies par Roy Fielding et derrière sortir une API qui est juste impossible à utiliser parce que juste elle ne fonctionne pas. D'accord ? REST est à la fois permissif et très contraignant. Merci. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un livre à gagner. En fonction de la question, si vous êtes gentil ou pas, ça sera plutôt WordPress ou plutôt PHP. Bonjour, j'espère que je ne vais pas gagner le livre. Pour résumer, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire du REST. Non, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a ceux qui ont été traumatisés par SOAP et qui se disent que REST, ça va vraiment être une meilleure solution parce que qu'est-ce qu'il y a de pire finalement que des choses qui ont été théorisées par des gens qui font du Java avec du XML à mort. Je fais du Java, hein. Juste disclaimer. Il y a ces personnes-là, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Il y a ceux qui voient que REST, il y a de la littérature sur REST à foison, tout le monde en parle, tout le monde en fait, mal effectivement, mais tout le monde en fait. Donc il y a cet aspect-là. Quand quelque chose semble bien, les gens ont tendance à y aller. Et il y a aussi le fait que les promesses de REST sont vraiment intéressantes. Hein. Le fait vraiment d'avoir une API qui est autodécouvrable, qui permet d'avoir de la cacheabilité, de la performance, etc., même si on se rend compte qu'il n'y en a pas. Tout ça fait que voilà, on s'intéresse à REST plutôt qu'à une autre technologie. Ici, en fait, je m'aperçois que le besoin principal des utilisateurs, c'est surtout de faire du M2M, de machine, oui. De mettre en place un moyen de communication entre différents services, donc comme tu disais, des machines, et qu'à défaut d'avoir un nom là-dessus, parfois on préfère abréger en disant web service. Oui. On a tendance à utiliser, comme je ne fais pas du SOAP, comme je ne fais pas du XML RPC, et comme je n'ai pas de nom à mettre dessus, voilà, j'appelle ça du REST. Oui, parce que la plupart des gens, dès que ça se repose sur HTTP, effectivement, pensent que c'est une API REST. Oui. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un protocole, quelque chose qui est très simple à implémenter. Finalement, je peux faire du REST en faisant get content et puis avec je sais pas, un objet PHP sérialisé que je désérialise de l'autre côté. Enfin, on peut mettre en place n'importe quel type de protocole. Mais là où c'est intéressant, en fait, c'est que tout ce qu'on utilise aujourd'hui, dans la plupart des API, c'est absolument pas lié à REST, en fait. C'est vraiment que se baser sur le protocole HTTP. En fait, il nous manque un nom. Il nous manque un nom. HTTP++. HTTP++, ça veut dire que c'est toi qui l'as inventé. En fait, le problème est même plus complexe que ça, puisque on se rend compte que même des gens qui ont inventé des formats hypermédias, on se rend compte que ces formats ne sont pas forcément bien pour tous les cas d'utilisation. Typiquement, HAL n'est absolument pas fait pour avoir des API en écriture, et c'est un format hypermédia. Oui.
Je me demandais si on ne pouvait pas considérer qu'un être humain sur son navigateur, c'est un bon client REST finalement, où le format c'est du HTML. Eh ben, HTML en fait est un très bon format hypermédia, excepté, et c'est valable pour 4 et 5, qui ne supporte que, et c'est dans l'aspect HTML, get et post. Ce qui est un peu contraignant, puisqu'on a au moins 4 verbes de plus dans l'aspect HTTP qu'on peut utiliser. Et en ce sens, HTML5 apporte vraiment une dimension sémantique en plus avec le support microdata, mais si on avait pu avoir ne serait-ce que delete, put, add, options dans le support HTML, là ouais, ce serait terrible, ce serait vraiment le meilleur format hypermédia, et donc effectivement le navigateur web avec un serveur serait le meilleur exemple d'une API RESTful. Merci.